Dominique Pellicot n'a jamais dit combien d'individus étaient venus violer sa femme, hein. Les individus savent très bien le cadre de cette annonce, hein. C'est venir violer une femme endormie. Il faut m'expliquer l'intérêt, même d'ordre sexuel, que de venir violer une femme endormie où il n'y a aucune interaction. On parle de scènes de barbarie et de viol. On parle d'un itinéraire et d'un parcours criminel qui dépasse l'entendement. On découvre qu'en fait, il est mis en examen pour une tentative de viol en 1999 sur une jeune femme qui a l'âge de sa fille. Il l'a pistée, il l'a chassée, et cette jeune femme a vécu un calvaire pendant 5 heures. Et si elle ne s'enferme pas dans ce placard, il la tue. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'aurais voulu que ma mère soit beaucoup plus présente pour moi, mais c'était pas le moment. Elle avait surtout besoin d'affronter ses 51 agresseurs. Je vis pas avec un doute, je vis avec une conviction profonde que mon père a forcément drogué sa fille à des fins de crimes sexuels. Il y a plusieurs conversations où il envoie des photos de moi nue, prises à mon insu. C'est vraiment un caractère sexuel, c'est indécent. On ne voit pas mon père me violer, on ne voit pas mon père la toucher, on ne voit pas mon père me droguer. Je considère que je suis la grande oubliée de ce dossier, ouais. Et j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup à notre système judiciaire, hein. Caroline, merci d'être là. Merci pour votre confiance. Alors Caroline, je rappelle que vous êtes la fille de Dominique Pellicot et de Gisèle Pellicot et que la justice a trouvé chez votre père un dossier intitulé « Ma fille à poil ». Depuis, vous vivez dans le doute, un doute affreux, puisque vous ne savez pas ce qui vous est réellement arrivé quand on vous a endormi. Quand on a échangé toutes les deux, Caroline, au sujet de cette interview, vous m'avez parlé de la violence des gens qui donnent leur avis en commentaire. Et je voulais justement être très claire. Ici, on ne va pas laisser ça exister. Et je voulais qu'on commence justement l'interview par là. En fait, quand on fait le choix d'être exposé, comme ça a été mon cas, pour faire émerger une cause de santé publique qui n'existait pas il y a encore 6 ans, parce que cette année, ça fera 6 ans, je réfléchissais pas à tout ça. Et c'est vrai que j'ai à peu près rien à reprocher aux médias, si ce n'est une catégorie de presse très people, dont je ne citerai pas le nom, qui a quand même exposé la vie privée de ma mère en une, sans son consentement. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? C'était des photos volées de sa nouvelle vie, de sa vie de Comme sa si votre reconstruction, maman quoi. avait choisi d'être sur le devant de la scène et d'être médiatisée alors qu'elle ne l'a pas choisi. Mais ma mère l'a très bien dit, elle n'a jamais cherché à devenir une icône. Elle l'est devenue malgré elle. Tant mieux si son parcours, la violence de ce qu'elle a vécu inspire les gens, la jeune génération par exemple. Mais elle l'a jamais fait dans une intention volontaire d'être connue, reconnue ou d'être portée au nu. Et je pense que les gens l'ont pas bien compris, ça. Selon vous, votre mère, c'est pas une icône ? C'est pas que c'est... D'abord, pour moi, ma mère, ce que je dis, c'est que ma mère, c'est ma mère, avant tout. Pour moi, c'est pas une icône. Je pense que pour moi, c'est une héroïne de ce qu'elle a, par rapport à ce qu'elle a vécu, la façon dont elle l'a géré, même si c'était très difficile parce que on n'a jamais été à la même vitesse, on n'a jamais vécu les choses sous le même prisme. Moi, j'ai très vite compris ce qu'avait fait mon père et ce besoin de deuil et de le mettre à distance. Elle, il lui a fallu du temps. Du temps parce que c'était 50 ans de sa vie aux côtés de cet homme qu'elle a aimé, avec qui elle a fait 3 enfants. Et on en est tous là aujourd'hui. On vit avec cette forme de culpabilité, de se dire on n'a pas su voir qui était cet individu et ce qu'il a fait. Pour moi, c'est compliqué, mais pour elle, ça l'a été d'autant plus. Bien sûr. Parce qu'il y a une forme de... Je pense que c'était compliqué pour elle de se dire j'ai pas su protéger mes enfants. Et au moment où ça arrive, moi je suis dans une forme de révolte et d'indignation. Elle cherche à... Elle se cache. Elle veut pas affronter les choses. Ça lui a fait du mal qu'on la mette au rang d'icône ? Et à vous aussi ? Alors moi, ça m'a jamais fait de mal de voir des foules, des liesses de gens au sortir du tribunal pour ma mère, au contraire, hein. Je pense pas non plus que ça lui a fait du mal. C'est pas ça, c'est que cet empressement à sacraliser les gens, je sais pas si c'est sain, en fait, hein, parce que ma mère, ça reste quelqu'un d'humain, avec ses forces et ses fragilités.
Mais voilà, moi, je cherche pas à débattre, du bien fondé ou même de la force incommensurable qu'a cette femme qui reste ma mère quand même. C'est que je pense qu'on a des façons très différentes de vivre ça Et c'est et quoi votre façon à vous de vivre ça? moi, j'étais beaucoup dans la colère. J'étais énormément dans la colère. Je pense qu'il y a encore une part de colère chez moi qui est hyper présente, mais du coup, cette colère, je l'ai transformée en action parce que c'était mon seul moyen de survie, en fait. Parce que quand on perd tout à l'âge de 41 ans, quand on découvre qu'en fait, on connaît pas son père, hein, pour qui on avait un amour, comme j'imagine que vous pouvez avoir à l'égard de votre père, Bien sûr. la relation père-fille, la relation mère-fille est 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 précieuse. Mmh. C'est ça, c'est sûr, mais la relation père-fille que moi j'entretiens avec mon père, que je pensais connaître, ça a été terrible pour moi parce que j'ai perdu une part de mon enfance, une part de ma vie, qui a été, balayée, quoi. Et il a fallu que je mette ça dans un tiroir, que je fasse ce deuil. J'avais besoin que ma mère soit, beaucoup plus présente pour moi, mais elle pouvait pas être plus présente pour moi parce qu'il fallait déjà qu'elle le soit pour elle, hein, et qu'elle tienne debout, en fait. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir, votre relation avec votre mère en spectacle dans toute la France sur les tabloïds? Je pense que les gens n'ont pas bien saisi, d'abord ce que j'avais écrit dans mon livre, dans mes 2 livres, donc bon, voilà. Et donc, quand j'ai dit, dans un média anglais que, c'était compliqué avec ma mère et que la relation en tout cas que la communication était à distance parce que j'avais vécu, comme un abandon, ils s'en sont emparés de ça en se disant qu'il y avait un clivage mère-fille. Mais il y a pas de clivage mère-fille, hein, parce qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise victime, hein. C'était une façon pour moi de dire: «Dans c dans cette affaire horrible que je ne souhaite à personne, on est tous des victimes, à commencer par ma mère et moi et mes frères et nos neveux, enfin, ouais, et nos enfants respectifs». Mais là où les gens se leurrent, c'est qu'ils pensent que ça rapproche une famille. Ben non, non, ça demande du temps, heu et donc aujourd'hui, ma relation avec ma mère, elle est, heu, elle est apaisée parce qu'on a traversé un ouragan, quoi. Un ouragan, je veux dire, je peux difficilement me mettre à sa place, même si j'ai toujours, dit qu'elle avait été formidable et que ce qu'elle a vécu était juste, enfin, il n'y a pas de mots, c'est inqualifiable, hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'aurais voulu que ma mère soit beaucoup plus présente pour moi et notamment, j'aurais voulu que ma mère, dans cette cour, aille chercher Dominique sur mon dossier. Mais c'était pas le moment. Vous le comprenez ça maintenant? Bah, je comprends surtout qu'elle en était pas capable Elle vous et l'a que dit? oui, elle me l'a dit, oui. Elle m'a dit que c'était compliqué pour elle et que, à ce moment-là, c'était trop ce procès, c'était son moment. Elle en avait besoin, que ce soit Elle concentré avait sur surtout elle? besoin d'affronter ses 51 agresseurs. Elle avait surtout besoin de se concentrer sur elle et moi, moi, j'étais dans cette cour, bien sûr, j'ai éprouvé une haine, enfin une haine, que j'ai rarement éprouvée pour l'ensemble de ces individus. Mais moi, si je m'étais constituée partie civile dans cette cour, c'était pour affronter mon père et pour obtenir des réponses. Et quand je me suis heurtée à ce mur de mensonges et de silence, ça a été très difficile pour moi. Et d'ailleurs, dans cette cour, c'est pas compliqué. Il y avait Caroline qui explosait et qui brisait le silence qu'on ne doit pas briser dans une cour. Et ma mère qui restait très, droite, très digne et heu et c'était vraiment le jeu des contrastes, quoi, mais parce qu'on fait comme on peut, en fait. Pour survivre à ça et pour gérer ce genre de choses, on fait comme on peut. Donc je pense que les gens n'ont pas compris ou je me suis peut-être mal exprimée d'ailleurs, mais parce que ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Aujourd'hui, vous en êtes où toutes les 2 On dans se votre parle, relation? je suis très émue. On se parle parce qu'on arrive à dialoguer à nouveau, quoi. Et ça, c'est important pour vous? Bah, évidemment, parce qu'il me reste qu'elle. Comment vous avez fait pour reprendre les dialogues avec votre mère? Ben, en fait, je l'ai contactée parce que j'ai su qu'elle avait, des problèmes de santé. Donc c'était l'année dernière, en fin d'année et en fait, je me suis dit: «Mais si jamais elle part enfin, si jamais elle était, vraiment gravement malade
ce qui pourrait arriver avec tout ce qu'elle a vécu quand même, parce qu'il faut C'est des problèmes de santé liés à ce qu'elle a vécu? c'est des problèmes de santé liés à ce qu'elle a vécu absolument et donc j'ai pris le parti de l'atteler et et j'ai beaucoup pris sur moi parce que moi je suis un peu un tank, hein, faut dire, et ma mère elle aime pas les conflits. Pour ma mère, c'est très compliqué d'avoir, sa fille d'avoir à entendre sa fille en souffrance. Je peux le comprendre. Moi, je suis maman, peut-être que dans quelques années, je trouverai pas la meilleure façon de m'adresser à mon fils, quand il sera pas bien, quoi. Elle culpabilise de ne pas vous avoir protégé? C'est très compliqué pour moi d'avoir à répondre à cette question, il faudrait la lui poser parce que, je peux pas répondre à sa place. Et vous lui avez demandé? Est-ce que je lui ai demandé comme ça? Non, je me suis jamais autorisée à lui demander comme ça. Est-ce que le regard des autres sur votre relation à toutes les 2, ça a pesé aussi? Mais je pense que, moi non, parce que moi ma vie elle a pas changé, j'ai toujours une vie sociale, je bosse, en fait ça n'a pas changé, ma vie n'a pas changé, fondamentalement changé, heu, ma vie sociale j'entends. Heu, le regard des autres, franchement je même si parfois je peux l'observer, ça glisse. Ce qui m'a le plus heurtée, c'est les messages de haine, dont on se parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui, en fait, quand vous lisez ces commentaires et que vous savez ce que vous traversez, la personne que vous êtes, c'est on se dit: «Mais waouh, le décalage, quoi». Le décalage que les gens n'ont pas perçu, mais comment c'est possible, en fait? C'est quoi le plus blessant dans tous ces commentaires? Bah, je pense que c'est de dire que je suis quelqu'un, qui cherche la lumière. Vous comprenez que ça a aidé beaucoup de gens aussi à l'inverse, que vous ayez pris la parole, médiatiquement parlant? C'est marrant parce que je croise beaucoup de gens qui me disent merci, mais en fait, pour moi, ça suffit pas. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses, puis non plus, j'ai pas l'impression d'avoir retourné la table, quoi. Je veux dire, j'ai parlé d'un fait de société et je me suis engagée, mais par ailleurs, j'ai pas l'impression d'être Mère Teresa ou d'avoir fait des grandes choses, et je sais pas si ça a vraiment, enfin, si ça a vraiment aidé les gens au sens, propre du terme, quoi. Ben, quand même, il y a encore 6 ans, on n'avait jamais entendu parler de ça. Ouais, mais est-ce que, ça a vraiment aidé les gens au sens, dans leur vraie vie à eux, quoi? Vous avez mené un combat avec votre association M'endors pas, vous avez aidé plein de jeunes filles, vous avez fait un documentaire autour de ça où plein de personnes ont pris la parole dedans. Ouais, mais Quand jusqu'où même, ça ça aide fait la vie avancer des la gens? En cause. fait, ma question, c'est jusqu'où ça aide, ça change, ça transforme la vie des gens? Je sais pas. Enfin, moi, je reste très humble par rapport à tout ça. Heu, Bah, ça libère la parole, c'est déjà énorme. Sans doute. En fait, j'ai beaucoup de mal à parler pour les autres. Moi, je fais les choses parce que j'ai besoin de les faire. Après, est-ce que, jusqu'où va l'impact, dans son côté positif ou négatif? J'espère plus dans le côté positif que négatif, mais, c'est difficile à mesurer et à quantifier objectivement, en fait. Est-ce qu'on devient méfiante de tout et de tout le monde après? On m'a souvent posé cette question et en fait, je suis pas méfiante, dans l'extrême. Par contre, j'ai un degré de vigilance et je sens tout de suite quand une personne n'est pas n'est pas, Bien n'est intentionné. ouais, en fait, c'est comme si j'avais un radar. On sent quand, la personne elle est pas c'est pas que c'est pas clair, mais et donc là, je mets mes distances parce que enfin, il y a un truc, que je sens, mais d'ailleurs, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein. Et quand on voit le nombre d'hommes quand même et que c'est vraiment monsieur tout le monde, toutes sortes d'hommes différents, tous les âges différents qui ont été les bourreaux de cette affaire, on se dit pas que finalement c'est tous les hommes? Parce que moi je vous dis, j'ai tendance à le penser quand je vois ça. Alors, il y a une phrase de de Julia Foyce: «C'est pas tous les hommes, mais c'est toujours un homme» et c'est vrai. Donc c'est pas tous les hommes, mais quand on regarde quand même, le profil des agresseurs et celui des victimes,
Bah, force est de constater que, c'est quand même majoritairement des hommes. Après, je pense que faut pas non plus, faire des généralités et je parle de ça parce que moi, j'ai un petit garçon et que, je peux pas parler enfin, je ne peux pas m'autoriser à parler comme ça. Je peux pas m'autoriser à généraliser et à dire que c'est tous Non. les hommes. Vous lui avez appris à votre petit garçon le consentement? Ah oui, ah oui, oui, puis c'est un long processus. Puis en fait, c'est pas que on apprend, c'est que c'est un long chemin. Il a 11 ans. Mais quand il sera en âge de sortir dans quelques années et je pense que ça peut arriver vite, heu c'est lui dire de faire attention à lui et à son comportement, en fait. En fait, ça a été trop tabou l'éducation sexuelle. Les mamans, elles ont jamais Mais ça appris l'est ça à encore, leurs enfants. mais ça l'est D'accord, bien encore. sûr. En fait, je pense qu'on a trop tendance à dire à nos filles, «Faites Mmh, attention», bien sûr. que de dire à nos garçons: «Faites gaffe et fais gaffe à ton comportement». Mmh. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on apprend à 30 ans ou à 50 ou à 40. C'est quelque chose qu'on doit commencer à distiller comme ça dès le plus jeune âge. Mais après, quel est le degré de dialogue dans les familles? Après, c'est vachement compliqué. Puis je parle même pas des familles monoparentales. Donc en fait, ça doit faire partie des débats de fond, quoi, où, Il y a quelque chose dont je voulais vous parler, Caroline. Donc, bien après le jugement de Dominique Pellico, il y a une journaliste qui s'appelle Hermine Leclèche qui a fait un test. Elle a passé 3 annonces. Elle s'est fait passer pour un homme, donc comme Dominique Pellico, qui propose à d'autres hommes d'avoir des rapports sexuels avec sa femme endormie. Elle a eu plein de réponses positives. Des hommes qui étaient prêts à venir tout de suite, alors même qu'ils savaient que la femme était droguée, c'était écrit explicitement. Il y a seulement une plateforme qui a retiré l'annonce. C'est quand même fou cette histoire. Vous l'avez vu passer cette histoire? bah, j'ai même vu passer l'enquête qui a eu lieu, au Canada. C'était en juin, Mmh. par un média qui s'appelle Urbania et en 48 heures, ils ont eu plus de 300 mecs qui ont levé la main pour le même type d'annonce. Donc c'est pas circonscrit à la France, là. Non, c'est Donc monde entier. ce que je veux dire, c'est qu'il y a une, ça reste quand même, quelque chose, d'hyper ancré et donc la notion de consentement, mais plus que ça, le respect de la femme, parce que donc les individus savent très bien, le cadre de cette annonce, hein. C'est venir violer une femme endormie. Faut m'expliquer l'intérêt, même d'ordre sexuel, si Mmh. c'est pas de la toute-puissance et de la domination ultime, que de venir violer une femme endormie où il y a aucune interaction. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est le regard que portent ces hommes ou des hommes, de manière générale, sur la sexualité? Parce que c'est de ça dont on parle. On parle de consentement, mais si on déplace un peu le curseur, ça veut dire que quel est le regard que porte notre génération, la vôtre, la mienne, sur le degré de sexualité? Et donc ça revient au sujet de la pornographie en ligne. J'insiste là-dessus parce que du coup, ça revient sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gamins sont biberonnés et il n'y a pas de contrôle parental. Et on peut aller sur n'importe quoi et découvrir la sexualité à 13, 14 ou 15 de façon très crue. Ça pose la question quand même. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que lui, Dominique Pellico, il avait appris sur le pouvoir et sur les femmes et sur cette domination masculine? Je pense que lui, il a cristallisé un moment de sa vie, quand il était jeune, chez ses parents, où il a vu sa mère être dominée par son père, hein. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est mal fait à ce moment-là dans sa tête, hein, hem, qu'il a jamais soigné, qu'il a jamais cherché à adresser, en fait. Il nous parlait enfin, moi qui ai vécu très tard et cetera, il me disait souvent que son père était misogyne, violent, mais je le savais ça, qu'il avait vu sa mère malheureuse, toute sa jeunesse et je pense qu'il a ç ça a généré chez lui une forme de mais ce qui est complètement, schizophrénique dans ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il était capable d'avoir ce genre de discours à l'égard de ses enfants et d'à côté, d'avoir cette double facette et à un moment donné, d'humilier sa propre femme ou d'autres femmes. Donc en fait, je ne Il sais ne pas voulait à pas quel non plus moment lui faire peut-être de mal parce qu'il voulait pas qu'elle le sache. je C'est sais ça? pas à quel moment, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il agressait pas les femmes tant qu'elles n'étaient pas endormies. Mais quand ça marchait mal, et ce qui est 99, Mmh. n'empêche que là, D'accord. c'est une scène de violence inouïe où il cherche quand même à la finir au cutter et en plus à la bastonner et à l'étrangler. Donc c'est quand même un instant de domination très fort. Mmh. Mais vous dire comment, pourquoi, c'est vachement compliqué. Gisèle Pellico
sort un livre, est-ce que vous l'avez lu avant qu'il sorte? Je le lirai avant qu'il ne sorte, mais au moment où on se parle, je n'ai pas lu. Il sort quand? Le 17 février. C'est quoi son but en écrivant ce livre? Je pense qu'elle a besoin d'exprimer, toutes ces années de silence. Je pense qu'elle a besoin de se raconter aussi. Elle a besoin de raconter son parcours de femme et hem et je pense que c'est une forme de thérapie aussi pour elle, quoi. Et je pense qu'elle a besoin de faire passer des messages, qui lui sont très personnels. Est-ce que vous vous êtes demandé, à un moment, comment toute une famille entière a pu ne rien savoir? Ouais. Et en fait, Est-ce qu'avec le temps, après, vous avez vu des signes qui auraient pu vous alerter à l'époque? oui, oui, j'ai refait le film à l'envers. C'est quand même quelqu'un qui mentait beaucoup, qui a plusieurs fois mis des choses sous le tapis. Hem, c'est quelqu'un qui nous a caché beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc finalement, c'est quelqu'un qui s'est installé dans une vie de mensonges et qui a toujours cherché à cacher ou à camoufler la part sombre de ce qu'il était. Et avec les années et en vieillissant, je pense que la part sombre a pris vachement plus le dessus que la part, belle. Le corps, le sexe, le consentement, est-ce que c'était des sujets tabous à la maison? Alors, non, mais on n'allait pas jusqu'à parler de sexe, mais mes parents, ils nous ont toujours dit à David et à moi, «Protégez-vous», enfin ça a jamais ils ont jamais été intrusifs, mais toujours, très enfin beau et ils s'inscrivaient beaucoup dans la prévention, hem et en fait, la notion de consentement, non, ça a jamais été un terme qu'on a véritablement, ou un sujet qu'on a abordé dans les années, 90, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas à la maison parce que est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, mais C'est vrai qu'il y a encore quelques années, même mais même en quand j'étais petite, 90, j'en savais pas. moi, je parlais pas de consentement avec mes parents, quoi. Non. Non, on parlait pas de ces sujets-là. Et d'ailleurs, je pense que le procès dans cette cour criminelle, dans laquelle nous, on était un peu les acteurs, malgré nous, quoi, surtout pour ma mère, je pense que ça a permis sans doute de faire entrer dans les foyers le sujet de la notion de consentement, qui d'ailleurs, je le rappelle, est passé enfin dans les textes de loi l'année dernière au mois de juin, en 2025. Seulement maintenant? C'est arrivé dans maintenant ça fait partie de notre constitution, de nos textes de loi, mais depuis juin 2025. Donc là aussi, il faut sans doute des histoires comme la nôtre, et qui soient médiatisées, bon gré mal gré, pour faire rentrer chez les gens des sujets dont on parle assez peu finalement. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes, sentie freinée dans votre parole, y compris au sein de votre famille? Non. Non, parce que quand j'ai décidé d'écrire ce premier livre, j'ai été très vite soutenue. Ma mère, m'a simplement dit: «C'est pas le bon moment, tu devrais attendre», mais elle a respecté. Après, c'est pas mes prises de parole qui étaient source de souffrance. C'était vraiment, ce cataclysme d'avoir à vivre avec ça, quoi. Vous avez des bons souvenirs avec votre père? Alors j'en ai énormément, mais c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, quand on active le mode survie, on ferme cette, cette partie de soi, en fait. Mais j'en ai tellement des bons souvenirs avec mon père. Mais on arrive à ne plus aimer comme ça d'un seul coup? Non, on n'arrive pas à ne plus aimer. On passe par une phase de dissociation, où Qu'est-ce que c'est? on doit déconnecter, ses émotions de sa vie d'avant. On peut pas désaimer quelqu'un comme ça du jour au lendemain, mais en fait, ça a été long, c'est un long processus parce qu'il y a eu 2 ans et demi d'instruction. Ensuite, il y a eu ce procès. 4 ans après, on l'a revu dans cette cour pendant 3 mois et demi. J'ai beaucoup étudié, enfin, j'ai cherché à comprendre la psychologie de cet individu, en fait. Et qu'est-ce que vous avez essayé de trouver? Qu'est-ce que vous avez réussi Mais à je trouver? découvre que c'est quelqu'un qui est complètement clivé, que c'est un criminel, en fait, et que, moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans chez mes parents. Donc, mon père, c'était quelqu'un avec qui je parlais presque plus des sujets de société, de femmes qu'avec ma propre mère, hein. Et c'était quoi ces réactions? Mais c'était quelqu'un qui m'encourageait, par exemple, heu,
dans mon parcours professionnel, sur les sujets d'égalité femmes-hommes. Il était plutôt féministe quand vous parliez avec lui? Mais c'était quelqu'un qui vous disait que, sur toutes les questions d'agression sexuelle qui paraissaient indignées. Mais je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'ai commencé à sortir, tard le soir à l'âge de 16 ans. Mon père venait me chercher pour m'éviter de prendre les transports en commun. Il préférait venir me chercher à 3 heures du matin que de me laisser prendre les transports en commun. Mais est-ce que ça, c'est pas plutôt parce qu'il sait comment les hommes peuvent être, parce que lui-même l'était? Ouais, mais pour autant, Carla, il m'a pas épargné, mon père. Donc c'est là où on se dit à quel moment il a véritablement basculé. Je le rappelle, il y avait des photos de vous dans un dossier avec écrit «Ma fille à poil». Mais c'est presque plus que ça, parce que c'est pas que ces photos, c'est les commentaires et les légendes des conversations qu'on a pu réussir à capter, quoi. Parler de sa fille comme ça, c'est juste, pas possible. Des conversations où? Dans ces Avec des messages? inconnus, avec, l'ensemble de ces individus avec lesquels il échangeait, il a échangé durant ces 10 ou 15 dernières années. Mais en fait, c'est même pire que ça, parce que quand on découvre d'abord, il y a le premier effet qui se coule de se dire: «En 2020, on découvre cette ampleur. C'est notre affaire familiale». Mais en 2022, quand la DRPJ de Paris m'appelle et me convoque au tribunal, enfin, dans les locaux de la direction des affaires Colquès, qui vient d'ouvrir, peu de temps avant sous, la direction de la juge, Nathalie Turquet. Là, on découvre autre chose. On découvre qu'en fait, il est mis en examen pour une tentative de viol en 1999 sur une jeune femme qui a l'âge de sa fille. De sa fille. Et moi, je découvre ça et en plus, je découvre d'autres choses. Donc, c'est de se dire, au moment où en 99, je venais juste de rentrer en école supérieure, déjà, il avait dévié, quoi. Il avait dévié et il cherchait Il l'avait rencontrée où, cette jeune femme? Ah ben, il l'a pistée, il l'a chassée, c'était une agente immobilière, et cette jeune femme a vécu un calvaire pendant 5 heures et si elle ne s'enferme pas dans ce placard, il la tue. Et à ce moment-là, elle porte plainte? Ah bah, elle porte plainte, sauf qu'à ce moment-là, Dominique est inconnu des services de police. Mais la police se dit pas: «On va aller enquêter et parler à sa famille, sa femme, ses enfants»? Non, parce que, à ce moment-là, il est pas identifié, il y a pas d'ADN, donc voilà. Mais au moment où on apprend ça en 2022, le dossier est prescrit. 2022, 1999, c'est prescrit. Mais en fait, c'est que des ratés judiciaires, Dominique Pellicot, parce qu'en 2010, son ADN aurait pu être retrouvé, aurait pu matcher. C'est un peu compliqué parce que tout ça, ça relève de la procédure judiciaire et de notre système judiciaire en France. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand on découvre qu'en fait, on a passé presque 30 ans aux côtés d'un papa qu'on croyait connaître, qui en réalité se retrouve être probablement un criminel et un violeur en série, qui dépasse très largement ce qu'il a fait vivre à ma mère, qui est déjà être pour moi, ça relève de la barbarie, ce qu'il a fait vivre à ma mère. Mais bien sûr qu'on se dit: «Ben, comment c'est possible, hein, en tant qu'enfant de ne pas avoir vu, senti que, il avait un vrai problème, quoi». Qu'est-ce qu'il y avait dans les échanges entre lui et les autres hommes à votre propos? Bah, il y a plusieurs conversations où, il envoie des photos de moi nue, prises à mon insu, des propos difficilement, répétés comme ça parce que c'est Bah, ré mais c'est vraiment à caractère sexuel et en plus c'est, c'est indécent de parler comme ça de sa fille, et dans les échanges, on comprend bien que derrière il y a de vraies velléités, d'abus, quoi. Vos frères, ils se sont posé la question si eux aussi ils avaient été victimes? Alors ils se sont pas vraiment posé la question. Enfin, mon petit frère, si, s'est posé la question, mais parce que bon, qu'il avait une relation un peu plus compliquée avec son père, mais on s'est surtout posé des questions à l'égard des petits-enfants. Mais en fait, je reviens juste sur le mode opératoire de Dominique Pellicot, Mmh. parce qu'on parle de soumission chimique, ce dont je me suis moi emparée en 2020. Mais en fait, soumission chimique, c'est quoi? C'est, de droguer quelqu'un à son insu, donc ça peut être des médicaments, ça peut être des drogues. Bon, lui, en l'occurrence, ça a été un temps l'éther, qui est un peu l'ancêtre
de la soumission chimique dont on parle aujourd'hui, l'administration de substances psychoactives qui vont altérer le comportement de la victime à des fins de crimes ou d'abus. Ça peut être des abus sexuels, ça peut être de l'abus de conscience, enfin, ça regroupe beaucoup de choses. C'est souvent fait dans une intention d'agression sexuelle. En 99, il essaie d'endormir cette jeune femme à l'éther après l'avoir ligotée. À l'éther? À l'éther, c'est un produit qu'à l'époque, on avait en libre service dans les pharmacies, mais qu'on utilisait beaucoup lors d'interventions chirurgicales, et notamment chez les vétos, les vétérinaires, pour endormir les animaux lors d'interventions. Je vous la fais courte, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que le mode opératoire de Dominique Pellicot, cette signature qui lui est très personnelle, il n'a pas commencé à l'explorer en 2011 avec ma mère. Donc ça prouve bien que C'est son mode opératoire. ça a été un mode opératoire qu'il a affiné, il a cherché, il a expérimenté. Et ça fait le lien avec les 2 photographies qui ont été retrouvées de moi, prises à deux endroits différents, où je suis totalement sédatée et non pas Pour vous, il n'y a pas de endormie. doute. Mais c'est une évidence. Et puis en plus, quand on sait son procédé, ses procédés de manière générale, il ne le faisait pas juste pour prendre des photographies. Je ne vis pas avec un doute, je vis avec une conviction profonde que mon père a forcément drogué sa fille à des fins de crimes sexuels. La seule différence, et j'insiste, avec le dossier de ma maman, c'est qu'on n'a pas réussi à retrouver de preuves suffisantes pour pouvoir l'accabler et le mettre en examen pour ces raisons-là. Maintenant, la vraie question qui se pose, et ce sur quoi j'ai décidé, moi, d'activer une autre plainte à l'issue du procès de Mazan, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de véritable enquête à l'égard de la fille, et que l'enquête s'était majoritairement concentrée en 2020 jusqu'en 2022, au moment où l'instruction va se clôturer, sur le dossier de ma mère, parce que on parle de scènes de barbarie et de viol. Donc, à ce moment-là, les enquêteurs de police, ils font un choix. Parce qu'une enquête de cette nature, qui est juste hors sol, ça nécessite des ressources, du temps, des équipes. Donc, à ce moment-là, le Vous avez dossier... oublié? Ah, moi, je considère que je suis la grande oubliée de ce dossier, ouais. Vraiment. Et j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup à notre système judiciaire, hein. C'est quoi le mot le plus juste pour vous? C'est plutôt de l'injustice, de la colère, de l'abandon? Bah, c'est une trahison de la part de mon père, Et de la justice? impardonnable. Et de la justice, ben, quand je vois aujourd'hui où on en est, je me dis que je fais partie des dommages collatéraux, mais en vrai, je ne suis pas la seule. Vous pensez qu'il y en a eu beaucoup d'autres, des victimes? Des victimes de Dominique Pellicot? Oh oui. Des victimes qui peut-être ne le savent même pas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui ne savent pas que c'était lui. Et oui, je pense que on parle d'un itinéraire et d'un parcours criminel qui dépasse l'entendement et qu'il est probablement passé au travers des mailles du filet et qu'il est resté comme ça dans l'ombre pendant très longtemps. Et d'ailleurs, moi, je pense sincèrement que il a dû finir son parcours de criminel, son parcours criminel avec ma mère, parce qu'il s'est rendu compte avec l'âge, les années faisant, qu'il prenait beaucoup plus de risques à aller agresser des jeunes femmes à l'extérieur que de le faire dans sa propre maison avec l'amour de sa vie. Quand l'affaire a été révélée, votre neveu, il a commencé à faire des cauchemars. C'était quel genre de cauchemar? Des cauchemars où il se revoyait petit en voiture avec son grand-père dans des scènes d'attouchement. Mais à ce moment-là, il a 16 ans, Nathan. Et en fait, on parle assez peu et on explique assez peu aux gens ce que c'est que la mémoire post-traumatique. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on vit quelque chose de très intense et de lourd, parfois le cerveau, par instinct de survie, se coupe et la mémoire se bloque. Et c'est sans doute ce qu'a vécu mon neveu au moment où ces images lui reviennent. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves, hein.
Il a porté plainte? Il a porté plainte, la plainte a été classée sans suite, mais je vais vous dire comme la mienne je pense que ma plainte s'apprête à être classée sans suite. Je pense même que la justice sait déjà que ça sera classé sans suite et qu'il gagne du temps. Mais comment c'est possible? Mais Après parce tout que ce qu'on sait, après toutes les infos qu'on a sur, ça voudrait dire réouvrir les scellés, ouvrir une information, une enquête judiciaire et de dépêcher une équipe pour vraiment bosser sur le sujet. Moi, je vais vous dire sur ma 2e plainte, aujourd'hui ma plainte, elle transite entre le parquet de Versailles et celui d'Avignon et aujourd'hui je sais qu'elle prend la poussière dans un tiroir. l'histoire, des viols Amazon, elle a fait le tour du monde. Comment on peut Oui, mais laisser ça dans justement un tiroir? oui, mais justement, en fait, cette affaire, elle a tellement bien été traitée sur le plan judiciaire. Il y a quand même des officiers de police qui ont travaillé sur l'enquête, qui ont reçu la Légion ou qui ont été, distingués. Moi, je veux bien. Ils ont fait ils ont fait leur job comme ils ont dû le faire pour dans le cas au bénéfice de ma mère. Mais les mecs, ils savent très bien qu'ils n'ont pas tout donné pour tous les membres de la famille. Donc selon vous, la justice française n'est pas allée au bout de comment elle aurait dû traiter cette affaire? Bah, il faut comprendre qu'à la base, c'est à la juge d'instruction de missionner des enquêteurs de police. La juge d'instruction a clairement dit dans cette cour, la cour criminelle, pendant ces 3 mois et demi de procès, mon seul regret, c'est les nuits en blanc de Caroline. Les quoi, pardon? Ce qu'elle appelle les nuits en blanc, c'est-à-dire les nuits où on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de... On ne voit pas mon père me violer. On ne voit pas mon père la toucher. On ne voit pas mon père me droguer. De toute façon, bon. Vous avez des preuves quand même? Bah, les preuves, pour moi, c'est ces 2 photographies, c'est les échanges qui posent plus que question. Et puis, c'est ces incohérences quand il est questionné. Quand il dit je ne me souviens pas de ces photos, je ne me souviens pas les avoir prises. Ou alors on m'a fait chanter. Enfin, il n'y a rien de cohérent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec la psychologie de Dominique Pellicot, c'est que tant qu'il n'est pas confronté à des preuves tangibles et incontestables, il ne dit pas les choses, il les contourne. Mais c'est Il quoi ment. son but? De toute façon, il va passer sa vie en prison. Pourquoi il continue de mentir? Après, c'est la grande psychologie de tous ces psychopathes. À quel moment on est en capacité de s'avouer, de dire les choses. En plus, je pense que... Alors certes, il a pris 20 ans, mais il sait que j'ai redéposé plainte. Et je pense que... D'abord, il a refusé de me recevoir au parloir, Pourquoi, selon vous? parce qu'il n'est pas courageux et que je pense qu'il a peur de m'affronter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a refusé de me recevoir au parloir quand j'ai fait la demande Mais l'été vous dernier. dire quoi dans ce parloir? Bah, je voudrais le confronter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en 2020, mon père est incarcéré, enfin mon père est mis en garde à vue, il est déféré devant les juges des libertés, il est incarcéré. Pendant 4 ans, il va y avoir, il va y avoir 2 ans et demi d'instruction. Ensuite, il va y avoir une première date du procès qui va être différée, parce qu'à la base, ce procès de Mazan devait se dérouler en mars, finalement, c'était différé en septembre. D'ailleurs, je rappelle juste que tous les individus qui sont venus agresser ma mère n'ont pas été jugés, hein, parce que tous n'ont pas été retrouvés et identifiés par les Ça remonte enquêteurs de combien? police. Une trentaine. Entre 22 et 30, on ne sait pas. Mais là aussi, dans la cour, Dominique Pellicot n'a jamais dit combien d'individus étaient venus violer sa femme, hein, enfin son ex-femme. Hein. Combien et quel a été l'acte inaugural. Ces 3 mois et demi de procès ne nous ont pas permis d'avoir toutes les réponses. Et même lui n'a pas eu le courage de nous dire les choses. Même ma mère, aujourd'hui, il y a plein de questions sans réponse pour elle. Alors moi... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le système qui est fait comme ça aussi. Alors après, le système judiciaire fait qu'il n'est pas parfait. Mais moi, j'attendais de mon père qu'il me doit ça. Il sait qu'il a bousillé la vie de ses enfants. Il le sait. Si vous le voyez, vous lui diriez quoi? Et ben, c'est justement ce que j'allais vous dire. Moi, quand je fais la demande au parloir l'été dernier, c'est pour lui dire tout ce que je n'ai pas pu lui dire. J'ai écrit, certes, mais je n'ai jamais pu dire à mon père, pour la dernière fois, de face à face, tout ce que j'ai traversé et ce qu'il me doit, en fait. Ce qu'il me doit pour m'aider à me réparer. Parce que celui qui m'a agressé, celui qui est l'auteur et le responsable de tout ce calvaire, c'est mon père. C'est pas le voisin d'en face ou c'est pas un inconnu, quoi. Et quand il refuse, via son avocate, de me recevoir au parloir, c'est un aveu de faiblesse, c'est sûr, mais je me dis qu'il est quand même super pervers. Parce que ça, si c'est pas une forme d'emprise, je garde le contrôle, c'est toute cette fine psychologie qu'il faut arriver à décrypter
à délier, mais c'est terrible. Mais à aucun moment, pendant les procès, vous avez vu un soupçon d'empathie dans son visage envers vous? À aucun moment, vous avez ressenti qu'il Il a regrettait de vous menti faire tout le long du souffrir? procès. En fait, il faut comprendre, c'est que pour moi, mon père, c'est un peu Kaiser Soze, hein. C'est le film Usual Suspect. Il est arrivé avec une canne, la façon dont il avait de s'exprimer dans cette cour, de surplomber la cour, de contrôler les débats. Moi, j'ai vu un grand manipulateur en puissance. J'ai pas vu quelqu'un d'authentique. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu le père que je pensais retrouver, avec une forme de, de repentance, quoi, ou de. Voilà, il était dans cette toute puissance qu'on a pu observer. C'est peut-être la honte qui l'a fait se comporter comme ça. La honte, je crois pas. Après, il s'est mis à pleurer à plusieurs reprises. C'est très compliqué pour nous, les enfants et les membres de la famille, d'arriver à percevoir qui il est véritablement. Mais il y a eu le temps du procès, et puis il y a l'après. Et dans l'après, quand on a vraiment des remords ou des regrets, parce qu'on fait son examen de conscience quand même en prison, il faut savoir qu'on est dans 9 mètres carrés, qu'on sort qu'1 heure par jour. Je veux dire, on est enfermé, quoi. On est à l'isolement d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas dans quelles sont ces conditions carcérales, mais c'est quand même le temps où, en plus, quand on sait qu'on prend 20 ans, où je pense qu'on réfléchit beaucoup quand même. Mais il faut réfléchir à l'endroit. Il était comment votre père avant tout ça? Il nous a toujours donné l'image de quelqu'un de très sympathique, d'aimant, serviable. Ma mère est toujours, enfin d'ailleurs c'est ma mère qui a été la première interrogée par le commissariat de Carpentras au moment où on doit lui montrer les faits, mais elle dit c'est un super mec. Et quand vous interrogez l'entourage proche de mes parents et de notre famille en 2020, tout le monde, je veux dire, c'était quelqu'un de très sociable, de jovial. Voilà, et moi, mon père, c'était un peu mon héros, quoi. S'il sort avant, parce qu'il a pris 20 ans, mais il peut sortir dans 15 ans, comment vous imaginez les choses? C'est très compliqué pour moi parce que, parce qu'en fait, je sais pas si cet individu, bon après, la prison ne règle rien. Je pense que la prison n'est pas une solution, mais je pense qu'à ce niveau de perversion parce que c'est très, très ancré, je suis pas sûre que dans 10 ans ou dans 15 ans, ce soit véritablement encore un danger pour la société, mais tout est possible. Et en fait, je sais pas si, je dans le fond, on peut pas souhaiter à quelqu'un de mourir en prison. Même à lui, vous lui souhaitez pas de mourir en prison? Non, mais je veux dire, moi, je réfléchis avec mon cerveau et mon disque dur de quelqu'un de sain. Je donc de me dire qu'il va mourir seul en prison, sincèrement, Vous arrivez à avoir de l'empathie pour lui? c'est pas ça, hein. C'est que j'ai espoir qu'un jour, il fasse vraiment son examen de conscience et qu'il se rende compte à quel point, il a tout gâché, quoi. Tout gâché. C'est extrêmement dur d'arriver à vivre normalement après tout ça, quoi. C'est pas parce que il y a eu le procès, le jugement, je veux dire, c'est un long chemin de deuil, et de et de reconstruction derrière. Et ouais, je pense qu'il finira sa vie en prison. Mais le plus dur pour moi, c'est pas ça. Le plus dur pour moi, c'est de ne pas savoir le nombre de victimes qu'il a fait. Le nombre de victimes qu'il a fait, le nombre de victimes invisibles dont je fais partie. Parce que ça ne s'arrête pas qu'à moi, en fait. Donc pour moi, qui suis dans une quête de vérité et de justice, et qui suis sa fille, qui porte son ADN, c'est de me dire, est-ce que est-ce qu'un jour on aura toute la vérité, l'entière vérité, quoi? Et est-ce que s'il finit en tôle, enfin, est-ce qu'on arrivera à lui faire dire les choses? Heu, S'il me dit, en fait, il va partir et on saura probablement pas toute la vérité, quoi. Donc aujourd'hui, visiblement, il est encore en santé, mais et donc pour répondre à votre question, s'il sort sans que nous, on sache véritablement tout, pour moi, ce serait un affront.
Mais ouais, quand je vous parle, je me rends compte que c'est peut-être compliqué à comprendre, mais à la fois, moi, je suis dans une quête de vérité. Et je me dis, s'il sort, et il sort libre, alors qu'on sait rien, alors qu'il a fait énormément de choses, et à la fois, et s'il meurt tout seul, bah, c'est pareil, on restera quand même emmuré dans, dans une forme de silence, quoi. En fait, le silence, ça fait mal, quoi. Vous avez créé l'association M'endors pas. Qu'est-ce que vous entendez le plus dans les témoignages qui arrivent à l'association? C'est ce mode opératoire là qui est juste incroyable, où il y a beaucoup de victimes qui ne se souviennent pas. Et je comprends parce que moi je me souviens pas de ces moments-là, ma mère n'a encore aujourd'hui pas de souvenir et d'ailleurs c'est sans doute ce qui la sauve, hein. C'est pas encore plus dur quand on se rappelle pas parce qu'on Mais doit se si, faire des scénarios dans sa mais tête? en fait je sais pas ce qui est le plus dur, Carla, je sais pas ce qui est le plus dur, de se faire violer en pleine conscience que de se faire voler une partie de sa vie sans souvenir. Sincèrement, je sais pas ce qui est le plus dur. Mais c'est une trahison qui est terrible parce qu'en fait, un viol ou une agression sous soumission chimique, il faut comprendre que c'est une trahison. Enfin, c'est une conscience qu'on qu'on vous qu'on vous qu'on qu'on vous enlève, quoi. Vous faites naturellement confiance. Dans la majeure partie des cas, observez, hein, j'entends, via l'association et via le groupe de travail et cetera qu'on a pu faire avec Sandrine Josso, dont on parlera peut-être après. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens à qui ont donné leur confiance et à qui on a abusé de leur confiance, avant d'abuser d'eux-mêmes, hein. C'est terrible parce que c'est pas un inconnu. C'est quelqu'un, En qui on a confiance? c'est d'abord quelqu'un que l'on connaît, que l'on fréquente, Dans un voire même cadre privé, hein. régulièrement, que ça peut c'est évidemment dans la sphère intrafamiliale ou sociale, donc ça peut être un parent, un ami, un proche, un collègue de boulot, quoi. Comme dans le cadre Sandrine Jounso, mais vous savez, enfin, je pense que le problème, il s'étend à encore plus que ça et qu'un jour, on découvrira encore autre chose parce que même, que ce soit dans les boîtes de nuit ou quoi, parfois dans les bouteilles d'alcool, les gens mettent de la drogue, les gens droguent les filles et pas qu'une fille, plusieurs filles pour que tout le groupe soit drogué et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, mais on n'en parle pas encore et j'espère qu'un jour, la parole sera de plus en plus libérée. Mais dans les milieux festifs, en fait, ça arrive, c'est vrai, mais dans les stats, parce que bon, il y a GHB, MDMA et cetera, mais dans les stats, en fait, il faut savoir que sur les cas qui nous sont remontés en France, hein, via une enquête nationale qui est menée par l'Agence nationale du médicament, c'est 5 des cas. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on n'en parle peut-être pas assez et que les personnes à qui ça arrive ne vont pas systématiquement déposer plainte. Ou quand elles déposent plainte, ça donne lieu, à un non-lieu, à un classement sans suite. Parce que derrière, ce qu'il faut comprendre au travers de ce mode opératoire qui est utilisé par beaucoup de prédateurs, Mhm. c'est que derrière, c'est un défaut de preuve pour les victimes. C'est terrible, hein. Elles n'ont pas de preuves. Moi, dans mon dossier, je n'ai pas de preuve d'avoir été sédatée. Je n'ai pas de preuves. Et donc, quand il y a eu ce genre de cas de figure, et ça arrive tous les jours, ces filles, ces jeunes filles-là, n'ont pas de preuves pour faire valoir leur statut de victime auprès de la société, auprès de la justice et parfois même auprès de leur entourage. Donc c'est une solitude, hein, qui est vachement compliquée à gérer, en fait. Vous n'êtes pas demandé si justement la médiatisation de cette affaire, ça allait pas donner des idées à des prédateurs? Ils n'ont pas besoin de ça, les prédateurs, pour être au courant du fait que ça existe, hein, malheureusement. Donc, moi, j'ai jamais donné la mauvaise recette. Mais cette mauvaise recette, elle circule, hein, et elle circule beaucoup plus qu'on ne le pense. L'affaire de Sandrine Jousseau a été jugée. Qu'est-ce que vous pensez du verdict? Là, je pense qu'on envoie un signal très fort. Il faut comprendre que dans cette cour correctionnelle, on a un ancien sénateur, hein, qui a démissionné de ses fonctions il y a 3 mois. Au moment des faits, 14 novembre 2023, et au moment où il y a eu ce procès-là, au mois de janvier, il a quand même attendu octobre 2023 pour démissionner de ses fonctions. Moi, j'ai été dans cette cour, hein, donc je l'ai entendu. On a retrouvé le même schéma de ce genre d'auteur, c'est-à-dire que cherche à se dédouaner et à se victimiser plus que la victime elle-même. Elle est même jusqu'à dire qu'il comprenait l'engagement de Sandrine Josso à l'égard de la cause sur la soumission chimique, il pensait à s'y engager, donc c'est complètement dingo. Et surtout, il a pris à ce stade 4 ans, dont 18 mois ferme. C'est inédit. Et je pense qu'en fait, cette cour a tout compris. D'abord, ce qui est inédit, pour moi,
c'est que la Cour, le président, le procureur, l'avocat général, ont entendu Sandrine et ont vraiment crédibilisé les propos de Sandrine. Parce que dans une cour, il faut toujours prouver pourquoi on a été victime, est-ce qu'on a eu le bon prisme, etc. Elle, dans son cas, la question c'était est-ce que Joël Guerriau l'a droguée dans l'intention d'abuser d'elle et de la violer. Ça a été reconnu en tant que tel. C'est-à-dire qu'il l'a droguée, elle s'est échappée à temps, donc il n'a pas pu abuser d'elle. Mais tout l'objet et les débats qui ont porté pendant ces 2 jours de procès, c'était là-dessus. Et quand on voit qu'il a pris 18 mois ferme, ça veut bien dire qu'en fait, ils ont bien saisi que derrière, il y avait cette fameuse intentionnalité. Et c'est important. Après, évidemment, il peut faire appel. Mais je trouve que c'est un signal fort, non seulement auprès de notre classe politique, mais même plus que ça, pour toutes les victimes invisibles de France, pour se dire, ah ouais, dans ce procès-là, la peine, elle est juste, elle est à la hauteur. Quand on sait qu'il y a 2 ans, Damien Bigorne, ce fameux directeur d'un think tank, enfin d'un grand institut de réflexion, a fait la même chose similaire avec une de ses collaboratrices qu'il connaissait très bien, Sophie Conrad, et qu'il a pris 12 mois avec sursis, c'est-à-dire pas de ferme. Hein. On voit en 2 ans déjà que maintenant on prend le sujet très à cœur. Et après, c'est vrai que Sandrine, ça reste une députée, que lui était ancien sénateur, et que là, on parle du haut sommet de l'État. Hein. Donc, si on n'a pas une peine à la hauteur des statuts de ces 2 personnes-là, franchement, ça a désespéré de tout. Mais moi, je trouve que c'est juste. Et surtout, je trouve que, voilà, c'est ce que j'ai dit à Sandrine, ça donne de l'espoir pour toutes les victimes qu'on tente d'aider, quoi. Et vous, pour terminer, qu'est-ce que vous attendez de la justice? J'attends de la justice qu'elle fasse son travail. Maintenant, quand je vois ce que j'ai sur la table objectivement, hein, je me fais pas trop d'illusions. Vous avez besoin de l'enquête aussi pour savoir ce qui vous est arrivé? Ouais, j'ai besoin, c'est ça, j'ai besoin qu'ils investissent et qu'ils cherchent là où ils ne sont jamais allés chercher. Enfin, ils n'ont jamais essayé de chercher dans des endroits ou dans des échanges où il y aurait pu y avoir des investigations. Mais en fait, le plus dur pour moi, c'est de me dire que c'est sans doute trop tard. Pourquoi? Parce que les individus qui auraient pu être interrogés il y a 3 ans ou 2 ans et demi, est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'on va réussir à trouver des choses dans leur ordinateur? Il faut comprendre que l'instruction, elle s'est clôturée en juin ou en avril 2022. Qu'est-ce que vous voulez retrouver dans les autres? Enfin, maintenant, je me dis, mais en fait, c'est peut-être sans doute trop tard, en fait. Puisque Dominique Pellicot ne veut pas parler. Peut-être qu'un jour, vous pensez qu'il parlera? Ah non, je pense que arriver après 6 ans d'incarcération, à ne pas avoir le courage d'affronter sa propre fille au parloir, ça en dit long. Et vous avez l'impression qu'il souffre de cette situation ou Pas du tout. vraiment pas? Pas du tout. Enfin, En il fait, est juste dans son égoïste, en mode je veux pas être en Mais en prison, fait, il faut comprendre qu'il a pas le même disque dur que nous, hein. Donc c'est un manque total d'empathie, vous avez redemandé à le voir au parloir? non. Vous auriez le courage de l'affronter aujourd'hui? Ah oui. Oui, oui. Après, il faut y aller préparé. Mmh. Parce que si ça devait arriver, c'est vraiment manipulateur. On lui a détecté des pathologies? Il a aucune psychopathie affichée. Enfin, je veux dire, il y a rien de médical derrière. Par contre, il a une structure psychopathique. C'est-à-dire qu'il a une façon d'appréhender les gens. Je vais vous donner juste un exemple. Bon, d'abord, moi, je l'ai observé dans cette cour et il a vu à plusieurs reprises que j'étais à 2 doigts de faire un trou dans le mur. Donc bon, voilà. Mais c'est surtout que j'ai étudié la confrontation qu'il a pu avoir il y a 2 ans. Ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment froid dans le dos. Il tient des propos qui ne sont pas les propos de quelqu'un de... Quoi, par exemple? C'est compliqué à vous répondre comme ça, mais en fait, je vais vous donner un exemple. Dans la cour, l'année dernière, on est allé le questionner sur ce cold case. l'affaire. Et il a dit, je me suis arrêtée à temps, donc je ne l'ai pas violée, je n'ai pas cherché à l'agresser,
Parce qu'elle m'a fait penser à ma fille. Quand vous entendez ça dans la cour, et quand moi je connais le dossier, et je sais comment ça s'est passé, et qu'il a se paie le culot de considérer, enfin, de m'utiliser d'une certaine façon, parce qu'il sait que je suis dans la salle à ce moment-là, il va jusqu'à faire le comparatif entre cette Zikine de 19 ans en 1999 et de dire « je me suis arrêtée à temps, elle m'a fait penser à ma fille ». Là, vous voyez qu'il y a un truc qui colle pas. Non. Parce que non seulement il s'est pas arrêté à temps, et qu'en plus cette jeune fille s'est vue mourir à plusieurs reprises, et que sa fille, il l'a pas épargnée. Vous voyez je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ce qui se passe dans la tête de cet individu. C'est compliqué à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Ah, c'est quelqu'un de tordu, oui. Ok. Caroline, je ne veux pas vous déranger, vous êtes une grande femme d'affaires, vous avez un travail incroyable, vous avez plein de rendez-vous. Non, c'est vrai, j'ai réussi à avoir 1 heure de votre temps, ce qui est déjà incroyable. Merci pour votre confiance, merci d'être venue dans ce podcast. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, car je prends toujours en compte vos retours. Et vous aussi, si vous avez une histoire forte, vous pouvez candidater pour venir dans Carla pour toi, à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Et pour que je puisse continuer à faire ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en commentant avec bienveillance et en likant cette vidéo.